Bienvenue à cette nouvelle exploration approfondie. Alors, on commence aujourd'hui avec une petite énigme assez courante. Imaginez deux maisons, là, juste à côté, quasi les mêmes, toutes les deux chauffées, disons, à 20 degrés en hiver. Oui. Eh bien, sur l'une, la neige tient tranquillement sur le toit, elle s'accumule. Et sur l'autre, juste à côté, elle fond quasi tout de suite. C'est quand même bizarre, non? Ah oui, c'est une observation très parlante. Et en fait, ça ouvre la porte à pas mal de concepts physiques importants qu'on va explorer. C'est ça. Comment on explique cette différence? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Exactement. Pour décrypter ça, on va s'appuyer sur des documents pédagogiques assez bien faits qui expliquent l'énergie thermique. L'objectif, c'est de clarifier un peu tout ça. La chaleur, la température, comment l'énergie bouge, comment elle agit sur la matière, et puis pourquoi certains matériaux gardent mieux la chaleur, comme on dit. Parfait. Alors, attaquons par le début. La différence entre chaleur et température. C'est vrai que, spontanément, on utilise notre toucher, hein. On met le doigt dans l'eau du bain, la main sur le radiateur. Mais est-ce que c'est fiable, ça, nos sensations? Très bonne question pour commencer. Les expériences qu'on trouve dans nos sources montrent que notre perception, elle est étonnamment subjective. Vraiment? Oui, si vous demandez à plusieurs personnes là d'estimer la température de l'eau dans un seau, juste en mettant la main dedans, Hmm. vous allez avoir des réponses très différentes. L'une va dire 15 degrés, l'autre peut-être 20, une troisième, non, plutôt 12. D'accord. Le toucher nous donne une idée, bien sûr, mais c'est pas une mesure objective, quoi. Pas du tout universel. Je vois. Ça me fait penser à cette expérience archi-connue avec les trois bassines. Une d'eau froide, mettons 10 degrés Celsius, une tiède à 25 degrés Celsius et une chaude à 40 degrés Celsius. Oui, je vois très bien laquelle. Si on laisse une main dans le froid, l'autre dans le chaud un petit moment, et puis hop, les deux en même temps dans l'eau tiède, le résultat est assez bluffant, non? Ah oui, complètement bluffant. Et ça montre bien le truc, la main qui sortait de l'eau froide, elle va trouver l'eau tiède chaude. Oui, Et inversement, la main qui était dans l'eau chaude va dire que cette même eau tiède est plutôt froide. Pourtant, objectivement, elle est à 25 degrés. c'est fou. Notre sensation dépend complètement de ce qu'on a touché juste avant. C'est relatif. Le toucher nous trompe sur la mesure absolue, en fait. Bon, d'accord. Donc, si le toucher n'est pas fiable, comment on définit la température scientifiquement, objectivement? Alors, la température, c'est une grandeur physique qu'on peut mesurer. Elle représente le degré d'agitation, l'énergie cinétique moyenne, on peut dire, des particules, les atomes, les molécules qui composent un corps. D'accord. L'agitation. Voilà, plus ça s'agite, plus c'est chaud et plus la température est élevée. C'est ça que mesure un thermomètre, en degrés Celsius le plus souvent pour nous. Et là, c'est objectif, indépendant de nos sensations. Et la chaleur alors? C'est pas juste un autre mot pour dire température élevée? Non, et c'est vraiment la distinction clé. La chaleur, ce n'est pas quelque chose qu'un corps a, mais c'est une forme d'énergie qui se transfère, qui passe d'un système à un autre. Ah, un transfert. Oui, et ça se produit justement quand il y a une différence de température entre les deux. Et ce transfert se fait toujours, spontanément, du plus chaud vers le plus froid. C'est cet échange d'énergie qu'on appelle la chaleur. Quand un corps reçoit de la chaleur, sa température monte, quand il en cède, elle baisse. Compris. Donc, température égale mesure d'agitation interne et chaleur égale énergie qui bouge à cause d'une différence de température. D'accord. Ça éclaire une question qu'on trouve dans les sources. Est-ce qu'un pull en laine nous donne de la chaleur? On dit souvent, ça réchauffe, mais d'après ce que tu viens de dire, C'est une excellente remarque. On y reviendra quand on parlera d'isolation. C'est très lié. Pour l'instant, gardons juste en tête que ce transfert de chaleur est central. Et justement, comment cette énergie thermique, elle voyage? Comment elle se déplace? Il y a trois façons principales. trois façons. Je parie que l'une d'elles, c'est ce qui se passe quand ma cuillère en métal trempe dans mon thé brûlant et que le manche devient chaud. C'est tout à fait ça. C'est le premier mode, la conduction. C'est le mode de transfert principal dans les solides ou entre solides qui se touchent. Ce qui est important, c'est que la chaleur avance sans que la matière elle-même ne se déplace vraiment. Comment ça marche alors? Imagine les molécules comme des petites billes reliées par des ressorts, si tu veux. Quand tu chauffes un bout, les billes de cette zone s'agitent beaucoup plus. Et cette agitation, elles la transmettent à leurs voisines directes, qui la transmettent aux suivantes. À de proche en proche. Exactement. C'est l'agitation qui se propage, comme une vibration, à travers le matériau. D'accord.
Une sorte d'onde de vibration thermique. Ça marche bien pour les solides. Mais et dans l'eau qui chauffe dans une casserole? Ou l'air? Les liquides et les gaz, quoi. Alors là, on change de mode. On passe au deuxième, la convection. Ça, c'est typique des fluides, donc liquides et gaz. Et la grosse différence avec la conduction, c'est que là, il y a un déplacement de matière. Ah oui, Reprenons la casserole chauffée par le dessous. L'eau, tout au fond, chauffe. En chauffant, elle se dilate un peu. Elle devient un tout petit peu moins dense. Moins dense. moins Donc dense. plus légère. Voilà, plus légère pour un même volume, et donc elle monte. Pendant ce temps, l'eau plus froide et plus dense, qui était en haut, descend pour prendre sa place, se faire chauffer à son tour et remonter. Ça crée des mouvements, des courants de convection. Des courants. Oui, des sortes de boucles qui brassent tout le liquide et qui répartissent la chaleur partout. Ah, d'accord. C'est donc ça qui fait que l'air chaud monte au-dessus d'un radiateur ou quand on ouvre un congélateur, on sent ce courant d'air froid qui tombe. Précisément. Dans les deux cas, c'est l'air qui est un fluide qui se déplace et qui transporte la chaleur avec lui. L'air chaud, moins dense, monte. L'air froid, plus dense, descend. C'est vraiment un transport de chaleur par le mouvement de la matière chaude ou froide elle-même. Logique? Bon, il nous reste le troisième mode. La conduction, il faut un contact. La convection, il faut un fluide qui bouge. Mais alors, comment le Soleil fait pour nous chauffer? Il y a le vide spatial entre nous. Très bonne question. Il n'y a pas de matière pour conduire et pas de fluide pour faire de la convection, là aussi. Non, effectivement. Et ça nous amène pile sur le troisième mode, le rayonnement. Là, c'est un transfert d'énergie qui se fait par des ondes électromagnétiques. Un peu comme la lumière visible ou les infrarouges, par exemple. Des ondes. Oui, des ondes qui peuvent voyager dans le vide, à la vitesse de la lumière d'ailleurs. C'est comme ça que l'énergie énorme du Soleil nous arrive après avoir traversé 150 millions de kilomètres de vide. Incroyable. Et ce n'est pas juste le Soleil, j'imagine, hein? Les documents disent qu'un feu de cheminée, une ampoule allumée, même une plaque de cuisson chaude, et notre propre corps aussi, émettent ce rayonnement. Tout à fait. En principe, tout objet qui a une température au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273,15 degrés Celsius, émet un rayonnement thermique. Plus il est chaud, plus il rayonne d'énergie. Et on sent cette chaleur sans toucher l'objet. Exactement. Ce rayonnement contient souvent des infrarouges que notre peau détecte comme de la chaleur. Mais si l'objet est très chaud, comme le filament d'une ampoule, il émet aussi de la lumière visible. Il y a toute une gamme d'ondes possibles. Rayons X, UV, visibles, infrarouges, micro-ondes. D'accord. Il y a une expérience qui m'a marqué dans les sources. On met un thermomètre sous une cloche en verre et on fait le vide dedans. Puis on éclaire avec une lampe qui chauffe, de l'extérieur. Oui, Et même sans air à l'intérieur, la température du thermomètre monte. C'est la preuve directe du rayonnement, ça. c'est une démonstration très claire, oui. L'énergie de la lampe, sous forme d'onde, traverse le vide, traverse le verre et vient être absorbée par le thermomètre. Et hop, la température monte. Conduction et convection sont bloquées par le vide, mais pas le rayonnement. Et il y a aussi une histoire de couleur, non? Si on prend 3 boîtes identiques, une noire mate, une blanche, une brillante comme de l'alu, et qu'on les met au soleil avec de l'eau dedans. Oui. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Ben, l'eau dans la boîte noire chauffe beaucoup, beaucoup plus vite. Pourquoi? Alors ça, c'est une question d'absorption et de réflexion du rayonnement. Une surface sombre et mate, comme le noir, est un excellent absorbeur. Elle capture une grande partie des ondes qui arrivent dessus et transforme cette énergie en chaleur interne. D'accord. Et les autres? À l'inverse, une surface claire et surtout une surface brillante comme l'aluminium poli ou un miroir réfléchit une grosse partie du rayonnement. Donc elle en absorbe moins et elle chauffe moins vite. C'est pour ça qu'on porte plutôt du blanc en été pour rester plus au frais. Ah, logique. Ok, donc pour résumer, les transferts, conduction égale contact dans les solides, convection égale mouvement dans les fluides, rayonnement égale onde même dans le vide. J'imagine que dans la vraie vie, tout ça se mélange souvent. Très souvent, oui. Prends une simple tasse de café chaud. La chaleur passe à travers la paroi de la tasse. Ça, c'est de la conduction. L'air juste au-dessus du café chauffe et monte. Convection. Et la tasse elle-même rayonne de la chaleur. Tu la sens si tu approches ta main sans toucher. Rayonnement. Comprendre quel mode est le plus important dans chaque situation, c'est souvent ça la clé. C'est clair. Bon, changeons un peu de sujet, mais toujours lié à la chaleur. Un autre effet connu, c'est que ça fait gonfler les choses, non? La dilatation. Exactement, la dilatation thermique.
C'est l'augmentation du volume ou de la longueur ou de la surface d'un corps quand sa température augmente. Et à l'inverse, quand on le refroidit, il a tendance à se contracter, son volume diminue, sans changer sa nature chimique bien sûr. Les sources donnent l'exemple des ballons de baudruche. On en gonfle deux, on les met près d'un radiateur, ils grossissent. L'un d'eux, qui était déjà bien gonflé, finit même par éclater. Qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique? Au niveau des molécules, c'est toujours lié à l'agitation. Quand tu chauffes l'air dans le ballon, les molécules d'air s'agitent de plus en plus fort, elles bougent plus vite, elles parcourent des distances plus grandes en moyenne. D'accord. Du coup, elles se cognent plus souvent et plus fort contre la paroi du ballon, et surtout, l'espace moyen entre les molécules augmente. Résultat, elles occupent plus de place, le volume total augmente, le ballon gonfle. Si la pression devient trop forte pour le caoutchouc, paf, il éclate. Et si on le met au froid alors? C'est l'inverse. Molécules plus calmes, moins d'espace, le ballon se ratatine un peu. C'est tout à fait ça. C'est la contraction thermique. Moins d'agitation, les molécules se rapprochent les unes des autres, elles poussent moins fort sur la paroi, le volume diminue. C'est pour ça qu'un ballon de foot qu'on laisse dehors en hiver peut sembler un peu dégonflé le matin, même sans fuite. Et ça concerne tous les états, solides, liquides, gaz? Oui, tous les états sont concernés, mais l'effet n'est pas du tout le même. Les gaz se dilatent énormément parce que leurs molécules sont très libres de bouger. Mhm. Et les liquides se dilatent aussi pas mal, en général plus que les solides. La dilatation des solides, elle, est souvent assez faible, mais elle peut avoir des conséquences énormes sur les grandes structures. Ah, c'est pour ça qu'on laisse toujours un peu d'espace vide en haut des bouteilles de jus de fruits ou d'huile, pour laisser la place au liquide de se dilater s'il fait chaud. Exactement. Ou pense aux ponts métalliques ou aux rails de chemin de fer. Ah oui, les joints de dilatation. Voilà, sans ces espaces, ces joints, la force énorme créée par l'allongement du métal en plein été pourrait tout tordre ou casser. Il faut prévoir cette dilatation. Une chose importante que les documents soulignent, quand un système fermé se dilate ou se contracte, comme l'air dans le ballon, le nombre de molécules à l'intérieur, lui, ne change pas. Juste l'espace qu'elles occupent. C'est ça. La quantité de matière reste la même. C'est bon à savoir. Bon, revenons à nos sensations. On a dit que le toucher n'était pas fiable pour mesurer la température. Mais il y a ce truc bizarre. Dans une pièce, là, à température ambiante, pourquoi est-ce que le pied en métal de ma chaise me semble beaucoup plus froid que l'assise en bois, alors qu'ils sont là depuis des heures, à la même température? Ah, excellente question. Ça nous amène tout droit à la notion de conductivité thermique et à la différence entre les matériaux conducteurs et les matériaux isolants. Conducteur et isolant. Oui, certains matériaux, typiquement les métaux, sont de très bons conducteurs thermiques. Ça veut dire que la chaleur les traverse très facilement, très rapidement. Ok. D'autres matériaux, comme le bois, le plastique, la laine, le liège, le polystyrène, la frigolite, comme on dit parfois, ou même l'air qui ne bouge pas, sont des isolants thermiques. Eux, au contraire, ils freinent le passage de la chaleur. Ils la conduisent très mal. D'accord. Donc quand ma main, qui est chaude, touche le pied métallique, Mhm, qui est un bon conducteur, mhm, eh bien, la chaleur de ta main passe très vite dans le métal. mhm, Le métal pompe la chaleur de ta peau, en quelque sorte. mhm. Et ce flux de chaleur rapide qui sort de ta main, tes nerfs l'interprètent comme une sensation de froid. Ah, C'est le flux qui compte. exactement. Maintenant, quand tu touches le bois, qui est un isolant, le transfert de chaleur de ta main vers le bois est beaucoup plus lent. Ta main perd très peu de chaleur, sa température de surface reste assez élevée et du coup tu perçois le bois comme moins froid, voire neutre ou même un peu tiède. Donc, ce n'est pas que le métal est plus froid, c'est qu'il nous prend la chaleur plus vite. C'est exactement ça. La sensation de froid ou de chaud au toucher dépend énormément de la vitesse à laquelle la chaleur est échangée entre notre peau et l'objet. C'est contre-intuitif, mais super logique en fait. Et l'expérience avec les glaçons le montre bien. Si on emballe un glaçon dans du papier alu conducteur, il fond à toute vitesse. Oui. Alors que si on l'emballe dans du polystyrène, du papier journal ou de la laine, qui sont des isolants, il tient bien plus longtemps. C'est une illustration parfaite. On mesure cette capacité à conduire la chaleur avec une propriété qu'on appelle la conductivité thermique. Plus cette conductivité est élevée, mieux le matériau conduit la chaleur. L'aluminium a une conductivité très haute. Et les isolants? Le bois, la laine, le polystyrène, eux, ont des conductivités très faibles. L'air immobile, c'est même l'un des meilleurs isolants qu'on connaisse. Sa conductivité est minuscule. Pour donner une idée, les sources donnent des chiffres, par exemple, autour de 237 pour l'aluminium, Oui.
contre seulement 0,05 pour la laine ou 0,03 pour le polystyrène. L'unité est un peu compliquée, des watts par mètre Kelvin, mais en gros, plus le chiffre est grand, plus ça conduit la chaleur. Ah, d'accord. Mais alors, le secret des pulls en laine ou des doudounes, ce n'est pas la laine ou le duvet en soi qui est magique, c'est l'air qu'ils emprisonnent. Exactement, tu as mis le doigt dessus. C'est un point essentiel. La laine, le duvet, les fibres synthétiques des anoraks, tout ça c'est efficace parce que ça crée plein de petites poches d'air minuscules. Et c'est cet air emprisonné qui ne peut pas bouger, donc pas de convection, et qui est très isolant en lui-même, faible conduction, qui freine énormément la perte de chaleur de notre corps vers l'extérieur froid. Un bon isolant, c'est donc souvent un matériau qui conduit mal la chaleur et qui piège de l'air. C'est ça. Faible conductivité intrinsèque et souvent une structure poreuse ou fibreuse pour emprisonner l'air. C'est pour ça qu'ils sont souvent légers aussi, ils ont une faible masse volumique. Les applications sont partout en fait. L'isolation des murs et des toits des maisons, les bouteilles thermo qui gardent le chaud ou le froid, les poignées des casseroles. Tout à fait. D'ailleurs, même parmi les métaux, ils ne conduisent pas tous pareil ici. Les documents montrent une expérience de « le cuivre conduit mieux que l'alu », qui est meilleur que l'acier. C'est ça? Oui, c'est tout à fait juste. Il y a une hiérarchie, même chez les bons conducteurs. Le cuivre est un excellent conducteur thermique, l'aluminium aussi, un peu moins. Le laiton, le fer, l'acier sont nettement moins bons, même s'ils restent bien meilleurs conducteurs que le bois ou le plastique, évidemment. D'où l'intérêt d'avoir un fond de casserole en cuivre ou en alu pour bien répartir la chaleur. Exactement. Et des poignées en plastique ou en bois qui sont isolants, pour ne pas se brûler en les attrapant. L'appareil à raclette, c'est un bon exemple aussi. La plaque où on pose le fromage et les petites coupelles sont en métal conducteur, mais les manches sont en plastique isolant. Parfait. Bon, je pense qu'on a maintenant toutes les pièces du puzzle pour revenir à notre énigme du début. Les deux maisons, l'une avec la neige sur le toit, l'autre sans. Comment on explique ça avec tout ce qu'on a dit? Alors, reprenons le parcours de la chaleur. Dans les deux maisons, on a un système de chauffage qui réchauffe l'air à l'intérieur. Oui, Cet air chauffé, on l'a vu, il se dilate, son volume augmente donc sa masse volumique diminue, il devient plus léger que l'air ambiant qui est un peu plus frais. et comme il est plus léger, il monte, par convection, jusqu'en haut de la maison, sous le toit. C'est ça. L'air chaud monte et vient lécher la surface du toit, et c'est là que la différence se fait. Dans la maison où la neige fond, qu'est-ce que ça veut dire sur le toit? Que la chaleur arrive à passer à travers. Que le toit n'est pas bien isolé. Exactement, le toit est mal isolé. La chaleur de l'air chaud intérieur traverse facilement la structure du toit. Ça peut être par conduction à travers les matériaux du toit et peut-être aussi par des petites fuites d'air chaud qui créent de la convection à travers l'isolant, s'il y en a, mais qu'il est mal posé. Et cette chaleur qui s'échappe arrive à la surface extérieure du toit. Oui, elle réchauffe cette surface extérieure au-dessus de 0 degré. Et donc, la neige qui est posée dessus fond. Logique. Et l'autre maison alors, celle où la neige reste? Eh bien ça indique que le toit est bien isolé. Il y a probablement une bonne couche d'un matériau isolant, laine de verre, laine de roche, polystyrène, peu importe. Cet isolant, avec sa très faible conductivité thermique, freine très fortement le passage de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Du coup, très peu de chaleur s'échappe par le toit. C'est ça. La surface extérieure du toit reste froide, à une température proche de celle de l'air extérieur, donc en dessous de 0 degré. Résultat, la neige ne fond pas. Donc, la maison avec la neige sur le toit, c'est la mieux isolée. C'est la conclusion logique, oui. Une bonne isolation, ça garde la chaleur à l'intérieur en hiver et ça empêche la chaleur d'entrer en été d'ailleurs. L'énigme est résolue grâce à la combinaison de la conversion, l'air chaud qui monte, la conduction, la chaleur qui traverse le toit, et la notion d'isolant thermique. C'est satisfaisant de voir comment tous ces concepts s'assemblent pour expliquer un truc du quotidien qui pouvait sembler un peu mystérieux. Pour résumer rapidement les points clés qu'on a vus, on a bien distingué la température, qui mesure l'agitation, de la chaleur, qui est un transfert d'énergie. Cette énergie, elle bouge de 3 façons: conduction, contact, solide, convection, mouvement de fluide, et rayonnement, onde, même dans le vide. Mhm. On a vu aussi que la chaleur fait varier le volume des corps, c'est la dilatation et la contraction, liées à l'agitation des molécules.
Et enfin, on a compris que les matériaux ne laissent pas tous passer la chaleur pareil. Il y a les conducteurs et les isolants, et ça explique nos sensations au toucher et plein d'applications pratiques. Et c'est vrai que c'est pertinent pour tout le monde. Ça explique pourquoi on met un pull, comment marche un thermos, pourquoi on isole les maisons, super important pour l'énergie, comment le soleil nous chauffe. Comprendre ça, ça aide à mieux piger les enjeux énergétiques d'aujourd'hui. Tout à fait. Mieux comprendre ces transferts de chaleur, ça permet de faire des choix plus éclairés, que ce soit pour s'habiller, choisir ses ustensiles de cuisine ou concevoir des bâtiments plus économes en énergie. Bon, pour finir, laissons peut-être les personnes qui nous écoutent avec une petite question pour aller plus loin, une question inspirée des sources d'ailleurs. On sait tous que le double vitrage, c'est bien meilleur qu'un simple vitrage pour isoler une fenêtre. Mais pourquoi exactement? Bonne question. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux vitres qui fait toute la différence? Et comment est-ce que ça bloque les trois modes de transfert, conduction, convection, rayonnement dont on a parlé aujourd'hui? Excellente question de synthèse, en effet. Qu'est-ce qu'on met entre les deux verres et comment cet élément agit sur chaque type de transfert? Voilà de quoi réfléchir pour appliquer concrètement tout ce qu'on a vu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse approfondie sur l'énergie thermique. On se retrouve bientôt pour décortiquer un nouveau sujet.